Bonjour à tous, je suis Jean-Marc Nathalie, président d'Urbanis. J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui la réglementation des marchés publics pour les prestations intellectuelles. Bien sûr, cela ne prétend pas être une prestation d'avocat, mais un éclairage sur l'art et la manière de passer des prestations intellectuelles, tant pour les collectivités que pour les bureaux d'études que nous sommes, puisque nous sommes spécialisés dans les prestations relatives à l'habitat et à la réhabilitation de l'habitat, comme les opérations programmées d'amélioration de l'habitat ou les programmes d'intérêt généraux ou les missions liées aux programmes locaux de l'habitat. Voilà pour la présentation d'Urbanis, tel n'est pas l'objet. Notre objet, c'est vraiment la réglementation des marchés publics 2016. À noter que la réforme des marchés publics applicables au 1er avril 2016 est composée de deux documents, l'ordonnance du 25 juillet 2015 et le décret du 25 mars 2016. Donc, il faut souligner que dans le présent document, les numéros d'articles font plutôt référence au décret, sauf indication contraire. Et on ne peut plus parler d'articles du Code des marchés publics, on parle de la réglementation des marchés publics 2016 ou des articles de l'ordonnance marché public et des articles du décret marché public. Les clients d'Urbanis sont appelés ici acheteurs. Pour Urbanis, un prestataire, ce sont des collectivités ou établissements publics de l'État qui sont dans la catégorie des pouvoirs adjudicateurs, par distinction à entités adjudicatrices comme les opérateurs télécoms. Donc, dans les textes, il suffit de lire les textes qui concernent les pouvoirs adjudicateurs. La présente note concerne nos activités qui sont des prestations de services. Donc, cette note ne concerne absolument pas les travaux, mais les prestations de services. Les concurrents à un marché public comme Urbanis sont appelés dans ces textes opérateurs économiques et les concessions ne sont pas traitées ici. Il s'agit du document dans la V15, dans sa version 15.1. En tant que client d'Urbanis, n'hésitez pas à la demander à nos intervenants qui vous transmettront la version papier si vous en avez besoin, d'autant plus que cette version papier sera actualisée régulièrement. La présentation de notre digest, c'est assez simple. Nous avons d'abord en partie 1 les seuils et les obligations de publicité avec une forme de résumé de l'ensemble de la réglementation et puis des précisions sur l'ensemble du dispositif. La deuxième partie concerne les précisions, les évolutions et les points de vigilance au niveau du déroulement de la procédure, avant et pendant la réponse, une fois les offres déposées, et ensuite la gestion du marché une fois gagné, l'avenir, la dématérialisation, et qu'est-ce qui se passe en cas d'offre non retenue. Et puis quelques annexes qui, vous le verrez, sont très éclairantes. Alors, le premier tableau est assez simple, il concerne les différents seuils, les obligations de publicité, sachant que pour les BET, l'obligation de publicité et le type de publicité est une information importante pour le type de marché concerné. Donc on voit que de 0 à 25 000 € hors taxe, il s'agit d'un marché public négocié sans publicité ni mise en concurrence préalable. Ça se situe dans le décret, article 30, alinéa 8. Dans ce cas-là, et très clairement, la mise en concurrence n'est pas obligatoire, elle est bien sûr possible. Une lettre qui indique la commande ou qui confirme notre devis suffit. Voilà. L'obligation de l'acheteur, il est demandé à l'acheteur public de veiller à choisir une offre pertinente, faire une bonne utilisation des deniers publics, ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu'il existe une pluralité d'offres susceptibles de répondre aux besoins. Et la collectivité n'a pas de délai minimum pour la réponse. On peut demander une réponse sous 10 jours à une consultation de ce type-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une forte évolution par rapport à la réglementation antérieure. D'abord, le seuil était effectivement plus bas, il était à 15 000, là on passe à 25 000 hors taxe. Mais il y avait une obligation implicite de consulter plusieurs opérateurs, d'avoir plusieurs devis. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Un opérateur peut nous commander un BET directement jusqu'à 25 000, si bien sûr cela respecte les quelques conditions qui sont données ici, mais c'est une faculté importante. Voilà. Bien sûr, beaucoup de collectivités ont des règles spécifiques internes qui les obligent à avoir plusieurs devis, mais ce n'est pas le code qui l'oblige. En tous les cas, ce n'est pas la réglementation qui l'oblige, puisqu'on ne peut plus parler de code. Deuxième niveau, de 25 000 à 90 000 € hors taxe.
Dans ce cas-là, la publicité, on est dans un marché à procédure adaptée, MAPA, article 27, c'est ce que vous voyez sur cette case. On a une publicité qui est librement choisie. Les modalités de publicité sont adaptées en fonction des caractéristiques du marché, c'est l'article 34.1. Aucune obligation de support pour la publicité, le BONP est possible. Ça, c'est un point important. Vous voyez que pour ces MAPA, lorsqu'on passe au seuil de 90 000, au-dessus de 90 000 euros, jusqu'à 209 000, on peut rester en MAPA. On a, au-dessus de 90 000, une obligation de publier soit au BONP, par téléprocédure, soit dans un journal d'annonce légale. Un quotidien régional est souvent, quasiment tout le temps, un journal d'annonce légale. Le Moniteur est aussi un journal d'annonce légale. Si l'acheteur le souhaite, en plus, il peut passer une offre dans la presse spécialisée, au journal européen ou sur un site internet. Ça, c'est l'article 34b. À noter que le BONP pour ces MAPA n'est pas systématique et obligatoire, c'est soit. Alors, qu'est-ce qu'il doit y avoir dans cette publicité? L'information doit être complète. Un autre avis peut être moins complet dans une seconde publication si la référence du premier est donnée. Donc vous mettez un avis dans le Moniteur, ça vous mettez quelques lignes, vous mettez voir référence publication BONP qui ne coûte rien, et à ce moment-là, vous êtes clair et vous avez élargi la publicité. Pas de délai minimum pour la réponse, dans le cas de MAPA, mais l'acheteur fixe des délais de réception des candidatures et des offres en tenant compte de la complexité du marché public et du temps nécessaire aux opérateurs économiques pour préparer leur candidature et leur offre. À vrai dire, si en tant que collectivité vous souhaitez une réponse correcte, il est difficile de demander une réponse inférieure à 30 jours. L'acheteur peut négocier avec un ou plusieurs candidats dans un MAPA. À noter que ce n'est que si le règlement du MAPA l'indique. Donc, il suffit que le règlement du MAPA dise « nous avons la faculté de négocier », mais si ce n'est pas fait, théoriquement, les négociations ne sont pas possibles. Ça serait dommage puisque les MAPA permettent justement cette souplesse. Au-dessus du seuil de 209 000 euros pour les collectivités et 135 000 euros pour l'État, l'ANA, l'ANRU, pour tous les établissements publics de l'État, les établissements publics d'aménagement, on a 3 procédures formalisées qui peuvent être utilisées. La première, c'est l'appel d'offres, article 66, il est ouvert ou restreint. La seconde, qui est nouvelle, c'est la procédure concurrentielle avec négociation, c'est l'article 71 que vous voyez ici, et c'est nouveau, et nous on l'a résumé sous forme de PC Négo. Et puis la troisième, c'est le dialogue compétitif. Alors, pour ce qui est de l'appel d'offres, ce qui est important pour les collectivités, ça limite un petit peu leur faculté de choisir un bon opérateur en matière de prestation de services, à notre avis, c'est qu'il n'y a pas de négociation et simplement retenu l'offre économiquement la plus avantageuse. Les délais sont imposés, l'appel d'offres ouvert, donc quand on reçoit simplement les offres sans sélection des candidatures auparavant, on a 35 jours, c'est plus court qu'avant. Et en appel d'offres restreint, on a 30 jours pour les candidatures, plus 30 jours pour le début des offres. Donc, ça peut être intéressant pour une collectivité de passer directement en appel d'offres ouvert, mais l'appel d'offres ne permet pas les négociations. Les délais peuvent être raccourcis dans plusieurs cas, en cas de procédure électronique, de publication préalable d'un avis de préinformation, nous verrons plus loin de quoi il s'agit, et en urgence justifiée. On voit quel type de publicité dans l'ensemble des procédures formalisées. La publication est obligatoire au BONP et au journal officiel de l'Union européenne. La publication est possible dans un autre support en plus du BONP et JOUE. Le modèle applicable pour la publicité est le DUM, document unique de marché européen, et à partir du 1er octobre 2018, le DUM se généralisera, mais il est déjà obligatoire pour ce qui est des appels d'offres, ce qui n'est pas encore le cas visiblement dans les pratiques. Alors, nouveau et important pour les missions de suivi animation, on va dire les missions longues de prestation de services. La procédure qui est ad hoc, qui est la procédure concurrentielle avec négociation, est une procédure dans laquelle il y a négociation avec tous les opérateurs autorisés à participer aux négociations. Au fur et à mesure, sur la base de critères, des candidats peuvent être écartés des négociations. L'acheteur peut aussi
prévoir qu'il se donne la possibilité d'attribuer le marché sans négociation. En clair, un opérateur dit « je lance un marché avec une procédure concurrentielle avec négociation ». J'indique dans mon règlement que je prévois de recevoir les 3 meilleures offres et de discuter avec elles. Mais imaginez qu'il a une offre qui lui plaise vraiment, et bien il peut aussi passer le marché sans négociation s'il l'indique. Il se donne la possibilité d'attribuer le marché sans négociation. Les délais imposés, ça c'est l'article 70. Il y a 30 jours pour la remise des candidatures et 30 jours pour la remise des offres initiales, ou 25 jours si c'est une voie électronique, ou 10 jours s'il y a eu un avis de préinformation qui a été publié ou en cas d'urgence. Donc ça peut être raccourci. On a 10 jours ensuite pour la remise des offres après acceptation de la candidature ou après une phase de négociation. En clair, vous avez vos 3 meilleurs, vous avez négocié, vous les avez reçus, vous avez auditionné. À la fin des auditions, il peut y avoir 1 ou 2 auditions. À la fin des auditions, le maître d'ouvrage dit, ben voilà, les auditions sont terminées, maintenant vous avez 10 jours pour nous remettre votre offre définitive en fonction des entretiens qu'on a eus. Et voilà, c'est très simple. Il y a obligatoirement dans cette procédure, à notre avis, une phase candidature et une phase offre. Nous avons fait valider ce point par l'un de nos juristes. Et on a la dernière procédure qui est le dialogue compétitif. Nous affirmons que cette procédure n'est pas présentée ici, car elle ne sera utilisée que lorsque le besoin de l'acheteur n'est pas défini, ce qui n'est pas le cas pour les missions d'urbanisme, ce n'est pas le cas pour la plupart des prestations intellectuelles, c'est plutôt le cas pour des conceptions éventuellement de logiciels ou pour les concessions d'aménagement. Nous abordons donc un troisième tableau qui évoque des points particuliers comme les modifications, les marchés à tranches, les accords cadres, les appels d'offres infructueux. Les modifications du marché public, s'appelle anciennement avenant. C'est explicité dans les articles 139 et 140 du décret. Bien sûr, c'est sans publicité et sans mise en concurrence. Alors, quelles sont les données de cette nouvelle réglementation? D'une part, la possibilité de modification des marchés publics des avenants sans condition si elle est inférieure à 10% du marché et simultanément à 209 000 hors taxes. On cumule le montant de tous les avenants pour atteindre ces 10%. En clair, si j'ai un marché de 700 000 euros, je peux passer des avenants jusqu'à 70 000 sans me poser la question du contenu réel de ces avenants. Mais si j'ai un marché de 7 millions, je ne pourrai passer des avenants qu'à hauteur de 209 000. Voilà. Le deuxième axe, la deuxième possibilité de modification des marchés publics, donc d'avenant, qui est beaucoup plus importante, qui est jusqu'à 50% du marché initial, est sous condition. Les conditions, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de modification substantielle, il peut y avoir un changement de titulaire, il peut y avoir des circonstances imprévues, et nous verrons plus loin, et dans le détail, ça se réfère à l'article 139 du décret. Donc, on va dire que par rapport à la situation antérieure, ça clarifie les choses, parce qu'avant on était entre 0 et 20%, mais ce n'était pas très clair pour les avenants. Et d'autre part, on avait des marchés complémentaires qui pouvaient être sans limitation de montant. Aujourd'hui, la modification d'un marché public, c'est jusqu'à 50% du marché initial, mais c'est pour chaque changement. Donc on peut imaginer que ça soit très important. À noter que les collectivités ont leurs règles internes aussi dans ces cas-là, mais elles sont basées sur l'ancienne réglementation. Elles vont sans doute évoluer. Ensuite, les marchés publics à tranches, ils sont toujours bien prévus par l'article 77. Il n'y a pas de changement, sauf que les tranches dites conditionnelles sont désormais dites optionnelles. Pour vous donner un exemple, dans les marchés d'OPA, on peut avoir un marché d'OPA avec 3 années et puis une tranche conditionnelle ou optionnelle maintenant pour 2 années supplémentaires, voire une 6e année supplémentaire. Tout cela est toujours possible. Les accords cadres, nous allons y revenir plus loin avec un graphe. C'est les articles 78 à 80. Le mode de publicité est selon le seuil du marché, donc ça ne dépend pas du type de procédure, ça dépend des montants, on l'a vu. La nouveauté, c'est qu'on a une fusion du régime juridique des accords cadres et des marchés à bon de commande. C'est un vocable commun de l'article 78 qui sont des accords cadres à bon de commande ou à marché subséquent. Nous en reparlerons en détail. C'est une évolution sémantique importante, mais pratique assez peu importante.
Alors, dans les cas d'urgence, d'appel d'offres infructueux, de prestations similaires, la procédure négociée sans publicité et mise en concurrence préalable est possible. Elle est détaillée aux articles 31 aux alinéas 1 à 7 et elle est possible et encadrée. Donc, elle est possible en cas d'urgence, sans publicité, sans mise en concurrence. En cas d'appel d'offres infructueux, on y reviendra plus tard, la négociation doit alors se passer avec les candidats ayant déposé une offre, sauf celles qui sont anormalement basses. Et pour les marchés de prestations similaires, ce qui s'appelait auparavant marché complémentaire, dans les 3 ans de la notification du marché initial et si cela est prévu au marché. Article 30.1.7. Et cela pourrait être utile pour un PIG lorsque il y a la possibilité pour une collectivité en accord avec l'ANA de prolonger d'une année. Eh bien, ce sont des prestations similaires et c'est une procédure négociée sans publicité et sans mise en concurrence préalable. Dernière ligne qui concerne les marchés de services sociaux et autres services spécifiques. Il existe dans le code un arsenal qui pour les marchés de services sociaux qui concernent par exemple l'action sociale et sanitaire, qui ont été définis dans un avis au JO du 27 mars 2016. À noter que les services relatifs au logement ne font plus partie de cette liste, mais les services d'insertion en font partie. La nouvelle réglementation les soumet donc maintenant à concurrence avec des seuils différents. C'est une nouveauté par rapport au système antérieur, au code des marchés publics antérieur, où il pouvait y avoir une espèce de dérogation à la mise en concurrence. Aujourd'hui, tous ces marchés d'insertion, de logement, d'insertion par le logement par exemple, sont soumis à MAPA, jusqu'à un niveau qui est supérieur à ce que nous connaissons pour nos marchés de prestations intellectuelles, puisque c'est possible jusqu'à 750 000 € au mieux de 209 000 €. Voilà, nous avons fini l'essentiel de la réglementation et de la compréhension de cette réglementation par les seuils, mais nous allons passer dans une série de modifications qui sont très significatives et utiles à comprendre. On a appelé ça prévision et point de vigilance. Alors tout d'abord, on va essayer de vous augmenter un petit peu la taille. Voilà, encore un petit peu. Voilà. Et je vais essayer de basculer comme ceci. Voilà. Avant et pendant la réponse. Un point important, le système de préinformation dans le décret de l'article 31 et appel à manifestation d'intérêt. Pour pouvoir raccourcir les délais de réponse à un appel d'offres ou à une consultation à 15 jours ou même à 10 jours, les acheteurs peuvent publier une préinformation qui annonce la publication prochaine de leur consultation en janvier, 1 à 12 mois après. C'est-à-dire qu'en janvier, ils peuvent dire je vais lancer une consultation entre février et janvier de l'année prochaine. La publication est selon un modèle donné, elle est publiée soit au JOUE, soit sur son profil acheteur. À mon avis, c'est sur les deux. Voilà, c'est pas soit, c'est JOUE et profil acheteur. La nouveauté, c'est que cette préinformation peut servir d'appel à manifestation d'intérêt si cela est publié au JOE et cela évite ensuite à l'acheteur de refaire une nouvelle publicité. Seules les entreprises ayant manifesté leur intérêt sont sollicitées pour faire une réponse. Ça, c'est l'article 31.2. Pour Urbanis, il faut donc être vigilant sur les avis de préinformation, vérifier que nos profils de recherche les prennent en compte. On peut imaginer que pour une collectivité qui sait qu'elle va lancer un suivi d'animation d'OPA en mai ou en juin, mais qui veut boucler ça assez rapidement sans attendre l'été, elle passe un avis de préinformation en mars-avril en disant je vais lancer suivi animation, soyez vigilants, et à ce moment-là, vous êtes obligé de faire candidature en quelque sorte, ou appel ou manifestation d'intérêt, et le cahier des charges lui-même de la consultation n'est envoyé qu'aux personnes qui ont répondu à cette manifestation d'intérêt. C'est une nouveauté de ce code, c'est visiblement important et c'est très utilisé au niveau européen. Les possibilités de discuter avec le client avant la consultation, possibilité de sourçage, dans le décret c'est l'article 4. Afin de préparer la passation d'un marché public, l'acheteur peut effectuer des consultations, solliciter des avis, c'est l'article 4, et ce qui était implicite autrefois est aujourd'hui explicitement approuvé. L'offre spontanée d'un bureau d'études n'est plus reconnue comme auparavant, mais elle n'est pas interdite. En même temps, je crois que ce n'est pas de la nature des consultations d'espérer d'avoir des réponses favorables sur la base d'offres spontanées. Ce n'est pas la culture de la commande publique.
La possibilité de répondre en ayant participé à la préparation ou fait une étude préalable, décret article 5. Là encore, un point important et utile pour les collectivités et pour les bureaux d'études. L'acheteur prend des mesures appropriées pour que la concurrence ne soit pas faussée, par exemple dans le cas où un opérateur, du fait de sa participation préalable, dispose d'informations ignorées des autres. En clair, pour les BET et les consultants, il est possible de réaliser une étude préalable, une évaluation et candidater ensuite au suivi animation. Il suffit que les éléments de l'étude soient dans le dossier de consultation, idem pour la préparation d'un cahier des charges. Donc la règle, c'est que la concurrence ne soit pas faussée. Et dans ce décret, il est clairement dit qu'il suffit que vous diffusiez les études que vous avez réalisées en études préalables pour que la concurrence soit rétablie et que tous les opérateurs aient la même chance, ce qui est finalement tout à fait exact. Mais ne pas hésiter à mettre l'intégralité des études dans les dossiers de consultation. Ce point a déjà été jugé dans le cadre de la réglementation actuelle et la réglementation actuelle acte la jurisprudence et c'est beaucoup plus clair. Nous pouvons répondre en ayant participé à la préparation ou à fait une étude préalable. La question des agréments dans les cahiers des charges. Le décret, en son article 6, impose la mention ou équivalent pour toute norme. Article 6, 2. Dans son article 7, il précise que l'acheteur ne peut refuser une offre au motif que celle-ci n'est pas conforme à cette norme si le soumissionnaire prouve par tout moyen approprié que les solutions qu'il propose satisfont de manière équivalente aux exigences définies par cette norme ou ce document. Voilà, ça c'est un point important puisque pour Urbanis, il y a un agrément qui s'appelle le L362 5.2 du CCH qui s'appelle maîtrise d'ouvrage d'insertion, maîtrise d'œuvre d'insertion, qui est parfois demandé dans les collectivités, sachant que Urbanis ne peut pas obtenir cet agrément puisqu'il est réservé aux associations, en clair. Donc, je ne dis pas de à qui je fais référence. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que la nouvelle législation dit on peut évoquer cette norme, mais doit figurer le terme ou équivalent à côté de la norme. Donc, on peut dire agrément L365-2 ou équivalent. Voilà. Si ce n'est pas marqué, eh bien, on peut le signaler au maître d'ouvrage pour lui rappeler que c'est obligatoire conformément aux articles 6 et 7 du décret. Sinon, la procédure d'appel d'offres serait résiliée dans un délai rapide par le juge des référés. Il y a des jurisprudences explicites à ce sujet-là. Donc, ce n'est pas un bon conseil que de dire aux collectivités de mettre cet agrément sans mettre le terme ou équivalent. S'il y a ce terme, eh bien dans la réponse, le BET doit simplement prouver ses compétences par celles de ses membres de l'équipe, par l'habilitation ANA, par des conventions CARSAT, par ce qu'il veut, mais il peut justifier de l'équivalence. Alors, une petite, peut-être une petite révision qui est utile pour nous tous sur les groupements conjoints, les groupements solidaires et le changement dans le groupement. On a un petit schéma que je vais vous expliciter tout de suite qui est en annexe 1 et je reviendrai ensuite à cette image. L'annexe 1 a l'intérêt d'être très visuel, on n'a que 3 annexes. Lorsqu'il y a des réponses à plusieurs, vous avez la solution de co-traitance, il y a toujours un mandataire qui représente le groupement ou de sous-traitance. Si il y a co-traitance, on a deux solutions, soit le groupement est solidaire, chacun est engagé et caution de l'autre, soit le groupement est conjoint. Mais la nuance qui est intéressante, c'est que le groupement, tout en étant conjoint, peut avoir un mandataire à qui il est demandé d'être solidaire de la réalisation de l'ensemble des travaux des autres. Soit il a un mandataire qui n'est pas solidaire. À noter que pour Urbanis, c'est ce que je vous mets ici, le groupement est conjoint, souvent, dont le mandataire est solidaire de tous. En fait, c'est l'intérêt du client. Il a un groupement qui est conjoint, c'est-à-dire que ce sont des structures qui coopèrent, mais il a le mandataire, et le mandataire, lui, il est solidaire de tous, c'est-à-dire que s'il y en a un qui défaille, eh bien, c'est le rôle du mandataire de se débrouiller pour que la mission soit achevée dans son ensemble. Et rappelons que quand il y a un groupement, il y a toujours un mandataire, qu'il soit solidaire ou non. Voilà ce petit schéma qui nous permet de revenir à la partie textuelle de ce que nous avons évoqué. Donc nous sommes là, à ce point-là. On va donc comprendre plus vite. L'acheteur ne peut pas exiger que le groupement ait une forme juridique déterminée.
Le groupement est conjoint lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement s'engage à exécuter là où les prestations qui sont susceptibles de lui être attribuées, donc il fait ce qu'on lui demande. Le groupement est solidaire lorsque chacun des opérateurs de groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché public. Un mandataire qui le justifie peut représenter un groupement. C'est le mandataire qui coordonne les prestations de l'ensemble du groupement, ça c'est l'article 45.3. Si le marché le prévoit, le mandataire de groupement conjoint est solidaire pour l'exécution du marché de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égal de l'acheteur. Une entreprise membre d'un groupement conjoint peut ne pas être solidaire des autres, sauf si elle est mandataire et que le client l'impose. Alors il y a une petite nuance dans la nouvelle réglementation 2016, c'est qu'après attribution, le pouvoir adjudicateur peut imposer, s'il le précise dans la publicité, une forme particulière de groupement après l'attribution conjoint ou solidaire. Donc en fait, les candidats sont libres de faire du conjoint du solidaire pour l'offre, mais in fine, le client peut imposer un groupement conjoint avec un mandataire solidaire, par exemple. Le juriste Charel, qui est celui qui a écrit l'édition commentée du Code des marchés publics dans le Moniteur, conseille l'écriture d'une convention de cotraitance. Pour Urbanis, nous sommes mandataires de groupements conjoints, le mandataire étant de plus le seul solidaire de la réalisation de la mission. En résumé pour nous, groupement conjoint dont le mandataire est solidaire de tous. Voilà pour cet éclaircissement qui pour moi me tenait à cœur parce que j'y comprenais rien depuis très longtemps. Et voilà, c'est clair. Le point important, c'est que l'article 45 pose le principe de l'intangibilité des candidatures pour les co-traitants et pour les sous-traitants, impossibilité de modifier la composition des groupements entre la phase de candidature et le dépôt de l'offre. Ça, c'est un point important. Ce que vous déposez comme candidature, vous êtes obligé de le retrouver au niveau de l'offre, sauf quelques exceptions comme la liquidation judiciaire, le décès, etc., qui sont prévues à l'article 45. Alors, à propos de la sous-traitance, quelles sont les nouvelles règles? Elles favorisent l'allotissement. L'idée, c'est que le gouvernement souhaitait que les marchés publics soient accessibles aux PME. L'article 32 de l'ordonnance indique que pour les marchés publics sont passés en lots séparés, sauf exception. Le recours au marché unique doit être motivé pour des raisons objectives, donc par le maître d'ouvrage dans son rapport. Nous ne devrions pas être concernés en niveau BET par cette mesure dans les marchés de suivi animation ou dans les marchés d'études. L'article 12 du décret précise que les exceptions doivent être justifiées. Il ajoute qu'il est possible de limiter le nombre de lots pouvant être attribués à un même opérateur économique. Il est aussi possible de limiter le nombre de lots auxquels un opérateur économique peut répondre. Les règles sont alors précisées dans les documents de la consultation. Cela sera bien pratique pour les collectivités ou les métropoles qui définissent plusieurs secteurs géographiques. Par exemple, une collectivité peut dire, ben voilà, moi, imaginez une métropole qui est faite d'un regroupement d'intercommunalités. Elle peut dire, voilà, j'ai 5 intercommunalités, je veux lancer un PIG sur l'ensemble de mon territoire, mais je veux plusieurs opérateurs. Il y a des lots qui sont concernés par ces 5 anciens territoires et j'autorise chaque BET à répondre à 3 et je ne peux en donner plus de 2 à 1. Voilà, ce qui lui permet de sélectionner des offres qui ne sont pas forcément les moins chères, mais d'avoir des opérateurs diversifiés sur le territoire, ce qui est l'intérêt d'une bonne maîtrise d'ouvrage, à mon avis. Même si nous adorions gagner tous les marchés, il ne faut pas dépendre d'un seul prestataire. Les nouvelles règles ne changent pas les modalités de gestion à l'égard des sous-traitants, possibilité de bénéficier du paiement direct au-delà de 600 € pour les sous-traitants, validation des factures par le mandataire, ça c'est comme auparavant. La durée des marchés, c'est l'article 16, les durées longues pour des missions de suivi animation restent possibles, y compris avec le fait de prévoir des reconductions possibles, tranches optionnelles dans le marché initial. Donc on peut avoir des marchés de 5, 6, 7, 8 ans. Il n'y a pas de problème métaphysique dans la nouvelle réglementation. Les marchés sociaux, on en a déjà parlé, c'est un usage qui sera limité, le logement en est explicitement exclu et vous avez une liste qui est définie dans un avis du GEO du 27 mars qui est annexé au document du moniteur d'ailleurs, qui montre que les services relatifs au logement ne font pas partie de cette liste, mais les services d'insertion, par exemple, en font partie. Alors, rappel sur les différents types de prix et les clauses qu'on peut trouver dans un marché public. Le prix peut être forfaitaire, il comprend toutes les prestations nécessaires à l'exécution des marchés, ou unitaire, les marchés dont il est difficile d'estimer les quantités qui seront réellement exécutées. La rémunération est alors déclinée à travers un devis quantitatif estimatif
doublé d'un bordereau de prix unitaire. Ou même consister en une combinaison entre ces deux formes de prix via des bons de commande. Donc l'article 17 introduit la possibilité de prévoir des clauses incitatives plutôt que de s'en tenir à des pénalités. Exemple, amélioration de la qualité, amélioration des délais, je pense que, ou amélioration des objectifs, par exemple, si vous avez un marché forfaitaire avec des objectifs, vous dites que si vous atteignez tels objectifs, eh bien, vous pouvez avoir une augmentation de la rémunération de temps, et on peut imaginer que ce soit la même chose si les objectifs ne sont pas atteints, en sens inverse. Voilà, donc les clauses incitatives. L'actualisation des prix. Dans nos prix, le prix est conclu en général à un prix définitif, sauf s'il y a des bons de commande. Le prix définitif peut être ferme ou révisable. Nos consultations nous imposent souvent des prix fermes, mais au-delà de 3 mois, les prix fermes sont actualisables. Donc, nos prestations n'étant pas des services courants dits achats sur étagère, nos marchés doivent, c'est ça, c'est doivent, prévoir des modalités d'actualisation du prix. Ça, c'est l'article 18. L'actualisation se réalise à partir d'une date antérieure de 3 mois à la date du début de l'exécution du marché. Cela signifie que nos factures peuvent être actualisées dès que les 3 mois sont atteints. De plus, il doit y avoir une formule d'actualisation qui peut inclure un terme fixe. La nouveauté, c'est la procédure concurrentielle avec négociation. Elle est définie aux articles 71 et 73 et à l'article 25. Je reprends ici le texte que nous avions dans le tableau dans les premières pages pour vous dire que les pouvoirs adjudicateurs peuvent utiliser la procédure concurrentielle avec négociation, que j'ai rappelée PC Négo, que nous devrions être concernés par cette procédure parce qu'elle est intéressante, parce que sur un marché de suivi animation qui très souvent fait plus de 209 000 euros, ça permet de discuter avec l'opérateur et de caler les choses, de les négocier le prix, négocier les prestations, plutôt qu'un appel d'offres qui ne permet pas de le faire et qui vous donne une offre écrite unique. Donc l'acheteur négocie avec les soumissionnaires et peut prévoir des phases successives de manière à réduire le nombre d'offres, ça c'est l'article 73. À la fin du processus, il demande au dernier en liste de soumettre une dernière offre, délai de 10 jours. Pour une autre procédure, le dialogue compétitif, nous ne devrions pas être concernés. Le dialogue compétitif pourrait être utilisé pour les négociations de concession d'aménagement sur la base d'un problème fonctionnel. Voilà donc l'intérêt des procédures concurrentielles avec négociation pour les opérateurs qui veulent passer des missions de suivi animation. La fausse nouveauté, ce sont les accords cadres à bon de commande ou à marché subséquent. La nouveauté est simplement la fusion de deux modes, accord cadre et marché subséquent, sous le même vocable. Et alors là, pour se clarifier sur ce sujet, je vais juste à nouveau reprendre une petite annexe sur laquelle je vais aller immédiatement. Et cette annexe 2 de ce document que je rappelle, vous pouvez vous procurer en demandant à un intervenant urbaniste. Accord cadre. Vous voyez que les accords cadres, vous avez ici une annonce avec des documents de consultation et vous avez l'attribution d'un accord cadre. L'attribution d'un accord cadre, ça peut se faire soit à une entreprise unique et à ce moment-là, on passe par une option bon de commande. Il y a une entreprise qui est lauréate, mais on ne sait pas combien de bons de commande on va lui commander. On dit il y a différents bons de commande, il peut y avoir des bons de commande pour des études préalables, pour les études de faisabilité, pour les études de technique par exemple, et on lui commande ensuite des bons de commande successifs, notification à l'une des entreprises, il n'y a plus de nouvelles mises en concurrence. Donc j'ai commandé, vous avez gagné le marché, accord cadre à bon de commande, je vous en commande 1, 2, 3, 100, mais à ce moment-là, c'est à une entreprise donnée. Et puis ensuite, il y a des attributions d'accords cadres qui se font à plusieurs entreprises. Donc, vous voyez qu'ici, on a l'attribution de l'accord cadre qui se fait à plusieurs entreprises, l'entreprise 1, l'entreprise 2, l'entreprise 3. Et là, on est par marché subséquent. L'acheteur va remettre en concurrence les entreprises sélectionnées. Donc, à chaque fois, il redéfinit son besoin et il remet en concurrence les titulaires de l'accord cadre. On conseille qu'il n'y ait pas de plus de 3 titulaires, parce qu'on a vu un établissement public foncier régional qui nous avait mis 6 titulaires de l'accord cadre, ce qui fait qu'à chaque fois, c'est une nouvelle mise en concurrence avec 6 concurrents, donc ça n'avait aucun intérêt pour les prestataires. Donc on a vite arrêté d'émettre une offre. Donc on conseille qu'il y ait 1 ou 2 ou 3 entreprises retenues, et là on les remet en concurrence avec des délais plus rapides, et on attribue le marché dans le cadre de l'accord cadre. Voilà un petit peu ce schéma des accords cadres
qui vous permet de comprendre cette articulation entre les accords cadres à bon de commande et les accords cadres avec des marchés subséquents. On va revenir à l'explicitation textuelle. Là, on va revenir dans cette partie sur voilà. Alors, je me permettais de dire que c'était une fausse nouveauté. C'est simplement la fusion des deux modes, accord cadre et marché subséquent. Un accord cadre est un contrat conclu par un acheteur ayant pour objet d'établir les règles relatives aux bons de commande à émettre, les bons de commande à émettre ou les termes régissant les marchés subséquents à passer au cours d'une période donnée, prix et le cas échéant les quantités. La durée des accords cadres de nos clients ne peut dépasser 4 ans, durant lesquels des marchés subséquents aux bons de commande peuvent être émis. Donc le marché de l'accord cadre, c'est par exemple de 2016, 17, 18, 19, 4 ans, mais vous pouvez émettre en décembre 2019 un bon de commande ou un marché subséquent qui lui-même peut faire 3 ans. L'accord cadre peut être mono-attributaire ou pluri-attributaire. Voilà, ça c'est un point important. Donc je pense qu'on peut même avoir des marchés à bon de commande avec plusieurs attributaires. L'accord cadre s'exécutera avec des bons de commande lorsque toutes les spécificités contractuelles auront été définies au préalable pour les bons de commande. L'acheteur ne remet pas en concurrence les opérateurs retenus dans le marché cadre. Donc ça pose la question du choix de quel opérateur vous le faites. À quel opérateur vous faites le A ou le B. L'accord cadre s'exécutera avec des marchés subséquents si tout n'a pas été calé. L'acheteur remet alors en concurrence les opérateurs retenus dans l'accord cadre ou négocie avec le mono-attributaire parce que vous pouvez aussi avoir un accord cadre avec un seul attributaire. Vous ne le remettez pas en concurrence, mais vous discutez avec lui en fonction de ce que vous voulez lui faire faire. Un bon de commande, vous avez des prestations cadrées, par exemple un diagnostic technique d'immeuble, et un marché subséquent, ben, vous ne savez pas exactement ce que vous voulez faire étudier, donc vous discutez, mais vous allez avoir dans la consultation le prix jour et vous allez vous baser sur les prix jour. Nous avons ce type de marché aussi bien avec l'Agence nationale de l'habitat qu'avec l'ANRU et qu'avec la Caisse des dépôts. Et ça fonctionne très bien. Un accord cadre peut mixer les bons de commande et les marchés subséquents. Point important, il peut être mis fin à un accord cadre en ne notifiant plus ni bon de commande ni marché subséquent. Les opérateurs ne peuvent le contester. Un accord cadre est libre de fixer ou pas des minimums ou des maximums. Donc vous pouvez avoir une consultation où vous candidatez, mais vous ne savez pas si vous allez avoir un jour un marché. Mais le texte est ainsi fait et il n'y a ni minimum ni maximum obligatoire. Pour Urbanis, nous avons régulièrement des accords cadres mono-attributaires à bon de commande, anciennement marché à bon de commande. Voilà. Les marchés publics à tranches, ils sont toujours possibles. La tranche conditionnelle est appelée tranche optionnelle. L'analyse d'une offre doit se faire en prenant la tranche ferme et la totalité des tranches optionnelles, notamment au niveau des prix. Variante article 58, nouvelle appellation, solution alternative. Donc on ne parle plus de variante, mais de solution alternative. Par principe dans les procédures formalisées des pouvoirs adjudicateurs, appel d'offres et procédures concurrentielles avec négociation, les variantes sont interdites sauf autorisation expresse dans l'appel d'offres, dans l'appel à concurrence. Dans tous les autres cas, MAPA, les variantes sont par principe autorisées. Les variantes peuvent tout concerner, y compris les aspects administratifs et financiers, le montant de l'avance, de l'exécution, la méthodologie. Un acheteur peut obliger le candidat à déposer une offre correspondant au cahier des charges pour pouvoir déposer une variante. Et au niveau du vocabulaire, variante, solution alternative. Le terme option n'est pas à utiliser ici. Les options au sens du décret marché sont des possibilités de conclure des avenants, des marchés complémentaires ou des reconductions. Voir le commentaire toujours du juriste Charel après l'article 58, page 113 du document Le Moniteur. Un point important dans la préparation, plus d'obligation de signature, seule l'offre, une fois retenue, fait l'objet d'une signature. Dans le DC1, pièce administrative de candidature, la signature n'est plus obligatoire. Cependant, dans le cas de demande de l'acheteur dans le règlement de consultation, il faut le signer. Donc ce n'est pas obligatoire, mais l'acheteur peut dire « je veux que le DC1 soit signé ». Alors, on a une liste limitative des pièces de candidature. Ce sont les articles 50 et 51 du décret. Le DC1 qui est la lettre de candidature. Nous conseillons, nous en interne,
de quand même avoir une trace de l'accord d'un partenaire, de l'accord écrit d'un partenaire de répondre en cotraitance avec nous, de façon à ce qu'il n'aille pas se mettre cotraitant chez ailleurs lorsque le règlement l'interdit. Donc je conseille que nous, en interne, on ait un mail explicite ou une lettre type d'accord signée dont on mettra la forme ou éventuellement un DC adapté. Dans le cas où il y a une sous-traitance, il faut un DC4 qui est la déclaration du sous-traitant et il faut les pièces du DC2 qui sont les déclarations du candidat individuel ou du membre du groupement. Donc chaque membre du groupement fait son DC2, il faut fournir avec le DC2 les pièces demandées dans chaque consultation, ça c'est l'article 50. On a listé les pièces obligatoires, ce sont les seules, et les pièces souvent demandées et disponibles dans notre système d'information qui s'appelle Intranis, qui sont la liste de prestations, la certification, les CV des intervenants, la note de présentation de notre politique de RSE, développement durable. Ensuite, il y avait une autre pièce qui s'appelait le NOTI 2, qui a été supprimée dans le cadre de la réforme des marchés publics. Les candidats doivent toujours justifier qu'ils sont en règle au regard des obligations sociales et fiscales, URSSAF, impôts, taxes, mais en fournissant uniquement les documents suivants: attestation de régularité fiscale, attestation marché public et vigilance. Ce qu'il y a de nouveau, c'est que nous sommes la collectivité peut nous demander un extrait de casier judiciaire des mandataires sociaux. Ça, c'est le côté contrôle des escrocs. Et donc, vous trouverez sur Intranis des casiers vierges de Jean-Marc Nathalie et de Nicolas Croiset, directeur général. Voilà. Fichier type armoire électronique avec les données de l'entreprise. C'est une nouveauté qui n'est pas encore dans les mœurs, mais qui va être importante. Plutôt que de fournir à chaque fois l'ensemble des dossiers, les prestataires comme Urbanis pourront donner une adresse Internet accessible ou sur laquelle les collectivités pourront vérifier toutes les pièces. L'article 53 indique que les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents justificatifs et moyens de preuve que l'acheteur peut obtenir directement par le biais d'un système électronique de mise à disposition administrative d'informations, à condition que cet accès soit gratuit. Donc nous allons envisager le fait de créer une adresse Urbanet sur notre futur système d'information ou une Dropbox où les collectivités pourront bien sûr saisir l'ensemble de nos données. Cette possibilité se cumule avec celle de l'article 68 du décret permettant de ne demander les pièces qu'au stade de l'attribution pour limiter l'excès de formalisme. Effectivement, aujourd'hui, une collectivité peut lancer un appel d'offres et une consultation et ne vérifier les pièces que pour le lauréat ou pour le deuxième si le lauréat ne peut pas les transmettre. Ça peut être intéressant lorsqu'on connaît les opérateurs et leur sérieux de façon à ne pas s'embarrasser avec toutes les pièces. Un petit focus sur quelque chose qui s'appelle les marchés à procédure simplifiée, MPS. Là aussi, vous avez une annexe en annexe 3 qui explique ce que c'est que les MPS. Je vais le faire simplement dans le texte parce que c'est assez simple. L'idée, c'est que dans le cadre de la modernisation de l'action publique, il est possible pour les collectivités de mettre leur marché sur une place de marché en ligne partenaire qui adopte le service MPS. Donc, ce service permet alors aux entreprises candidates à l'appel d'offres de ne donner comme information administrative que le numéro de SIRET. C'est alors la place de marché MPS qui récupère les informations de l'entreprise, fiscale, sociale, administrative et juridique. Il s'agit d'un service et non pas d'un type de marché. Nous avons déjà répondu à plusieurs candidatures. Bordeaux-Chambéry incorporant service est un gain de temps pour nous considérable et probablement aussi pour la collectivité. Donc, lorsque vous avez ce petit logo MPS, ce n'est pas une procédure particulière, c'est là où la confusion est totale, c'est simplement un service. Et le service consiste à dire, si vous mettez votre marché public sur la plateforme va vérifier tous les certificats de vos prestataires uniquement parce que vos prestataires ont rentré le numéro SIRET. C'est le maître d'ouvrage qui choisit cette politique. Il faut peut-être qu'il adhère à la plateforme, etc., etc. Mais en tous les cas, c'est probablement un grand gain de temps. Ce service, jusqu'à ce jour, n'a marché que pour 8000 appels d'offres, ce qui est assez peu par rapport aux centaines de milliers de consultations par an. Mais c'est une démarche intéressante qui est finalement un approfondissement de l'armoire électronique qu'on a évoqué ci-dessus, qui est une espèce d'armoire électronique automatique.
On a dans la nouvelle réglementation une extension des interdictions de soumissionner. On met les entreprises sous pression par une grande quantité d'obligations sur les travailleurs étrangers, sur les déclarations diverses. Pour nous, cela nous oblige à être toujours aussi sérieux sur la question des déclarations fiscales et URSSAF, comme nous l'avons toujours fait. Définition de la situation des conflits d'intérêts. Pour information, c'est important parce que l'article 48.5 a décrit très précisément ce que c'était qu'un conflit d'intérêts et vous allez voir que c'est assez large. Constitue une situation de conflit d'intérêts toute situation dans laquelle une personne qui participe au déroulement de la procédure de passation d'un marché ou est susceptible d'en influencer l'issue, directement ou indirectement, il manque un verbe, a un intérêt financier, économique ou tout autre intérêt personnel qui pourrait compromettre son impartialité ou son indépendance dans le cadre de la procédure de passation des marchés publics. Donc vous voyez que ce n'est pas quelqu'un qui participe directement, ça peut être direct, l'intérêt il peut être financier, économique ou tout autre intérêt personnel et qui pourrait compromettre son impartialité ou son indépendance. À noter qu'il est utile d'identifier pour nous, au bureau d'études, les acheteurs qui sont aussi dans les conseils d'administration de certains concurrents associatifs. Parce que il est clair que si vous êtes président d'une association et que cette association dispose d'un marché public, mais vous êtes aussi dans le bureau de la personne publique comme un conseil départemental, eh bien, il y a conflit d'intérêts et il est possible de signaler ce conflit d'intérêts à qui de droit. Une autre information diverse, les articles 88 du décret sur le concours d'architecture qui reste anonyme en première partie, qui n'est pas une procédure d'achat mais un mode de sélection d'un lauréat. On sélectionne le lauréat et ensuite il est passé avec le lauréat à un marché négocié sans publicité et nouvelle mise en concurrence préalable. Alors un petit point de détail qui est intéressant, à noter que le concours de maîtrise d'œuvre n'est pas obligatoire même au-dessus de 90 000 € pour la réhabilitation d'ouvrages existants et la réalisation d'un projet urbain ou paysager. Ça, c'est l'article 90 du 2-1-A du décret. Et dans ce cas, la mise en concurrence ne revêt pas la forme d'un concours, mais d'un MAPA ou d'un PC négociation. Donc, on imagine que dans le cadre du NPNRU, par exemple, il y a des projets urbains, c'est des prestations qui sont supérieures à 90 000 €. Et bien, vous pouvez faire un MAPA, vous n'êtes pas obligé de passer par un concours. Voilà, donc pas la phase de concours obligatoire. Voilà pour ce qui est de tout ce qui peut se passer et des points de vigilance avant de passer le marché. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a déposé les offres? C'est la partie 2.2. D'une part, la régularisation des offres, nombreuses possibilités pour l'acheteur de faire régulariser les offres, c'est l'article 59. Si vous manque des pièces, des signatures, etc., l'acheteur peut vous demander de régulariser ses offres sans demander aux autres, signaler aux autres qui vous demandent de régulariser les offres. Mais tout ça, ça s'est simplifié, c'est une très bonne chose. Alors, cet article 59 est l'occasion de définir précisément ce que c'est que les offres régulières, irrecevables, inappropriées. Les 3 I. Alors, l'offre irrégulière, c'est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, notamment parce qu'elle est incomplète. Les offres inacceptables, offres dont le prix excède le crédit budgétaire alloué au marché public, tels qu'ils ont été déterminés et établis avant le lancement de la procédure. C'est un point important, puisque ça signifie qu'avant toute procédure de lancement d'une offre, il y a un prix qui est déterminé, un prix de budget qui est déterminé par le maître d'ouvrage, par l'acheteur. L'offre inappropriée, offre sans rapport avec le marché public parce qu'elle n'est manifestement pas en mesure, sans modification substantielle, de répondre aux besoins et aux exigences de l'acheteur formulés dans les documents de la consultation. Alors, par rapport à ces éléments-là, l'article 59.2 nous dit dans les procédures sans négociation, comme les appels d'offres et les MAPA, les offres irrégulières, irrecevables, inappropriées, article 59, sont éliminées, sauf pour les offres irrégulières qui peuvent être régularisées. Donc, j'ai une petite modification à faire sur ce point-là, mais grosso modo, l'intérêt, c'est que même dans un appel d'offres, si vous avez une offre irrégulière, c'est-à-dire qu'il manque des informations sur tel ou tel point, la collectivité peut vous dire, vous avez une offre irrégulière aujourd'hui, je vous demande de compléter ce point. Il peut le faire dans un appel d'offres, ce qu'il ne pouvait pas faire avant. Voilà. Mais par contre, si l'offre, il ne peut pas faire modifier le prix.
puisqu'on est en appel d'offres. Article 59.3, dans les procédures avec négociation, les offres irrégulières ou inacceptables peuvent changer leur statut. Donc l'offre est trop chère, vous pouvez négocier le prix, voilà. Inacceptable, le prix, pardon, c'est pour l'inacceptable. Pour ce qui est de l'irrégulière, il vous manque un point, à ce moment-là, vous pouvez le compléter. Compte tenu des modifications apportées aux offres, ceci est nouveau par rapport au texte antérieur. Donc aujourd'hui, si vous avez une offre à 60 000 mais que le client il a que 50 000, il vous dit mon prix budgétaire c'est 50 000, est-ce que vous acceptez de baisser votre prix? Et à ce moment-là, votre offre devient acceptable. Il n'est pas interdit de demander, alors je vais enlever le terme irrecevable qui est un point qui n'est pas juridique. Il n'est pas interdit de demander à l'acheteur et par écrit le montant des crédits budgétaires alloués au marché public tels qu'ils ont été déterminés et établis avant le lancement de la procédure conformément à l'article ci-dessus qui est l'article 59. Afin d'éviter, ça nous permet d'éviter de déposer une offre inacceptable en application de l'article 59 du décret marché public de mars 2016. Sachant que ce prix est toujours connu d'un concurrent, au moins, cela rétablit les termes de la concurrence. À nous de ne pas considérer ce prix comme objectif, comme notre objectif, mais comme le maximum du maximum. L'acheteur n'a aucune obligation de nous transmettre ce prix, mais nous, on n'a pas interdiction de lui demander. Si un acheteur nous le demande, lui confirmer que la transmission de cette information à tous les concurrents n'est pas interdite, surtout si cela est utile à l'acheteur, par exemple recevoir des offres conformes à son budget. Aujourd'hui, dans les consultations, notamment pour la construction de bâtiments, il est souvent indiqué les crédits budgétaires alloués au marché public afin que les entreprises du bâtiment ne se mettent pas à le dépasser, parce qu'une entreprise qui émet un prix supérieur à ce prix prend le risque de voir son offre inacceptable. Et son offre inacceptable, ça veut dire qu'on n'est plus dans la consultation. Alors, qu'est-ce qui se passe quand il y a un appel d'offres infructueux dans le cadre d'une procédure concurrentielle avec négociation? Dans ce cas-là, la procédure concurrentielle avec négociation est autorisée. Même si vous êtes dans un appel d'offres, s'il n'y a que des offres irrégulières et inacceptables, c'est-à-dire que des gens sont incomplets ou on dit alors que l'appel d'offres est infructueux, alors l'acheteur peut poursuivre avec tous, comme dans une procédure concurrentielle avec négociation, définie à l'article 71. L'autorisation de cette négociation sera mise en concurrence, c'est prévu à l'article 25.3. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez un appel d'offres, vous avez 3 réponses. Vous en avez 2 qui sont irrégulières, inacceptables, mais vous aimeriez bien discuter avec lui par relance et tout. Vous pouvez dire, je commence avec les 3, j'élimine celle qui me semble la moins intéressante dans le cadre d'une PC négociation, et je négocie avec les 2 qui m'intéressent. Offre anormalement basse, c'est l'article 60. C'est un sujet qui concerne souvent l'urbanisme, les bureaux d'études, mais il faut savoir que c'est une piste sur laquelle il ne faut pas trop compter dans nos mises en concurrence. Voir les longs commentaires sous l'article 60. Vous prenez la fiche DGA de la Direction des affaires juridiques du MINEFI sur Internet, vous la trouvez, et elle vous raconte combien cette question est délicate. Lorsqu'un acheteur détecte une offre anormalement basse, il doit demander à l'opérateur de justifier son prix. Si vous êtes un acheteur, vous dites tiens, ça a l'air vraiment trop bas, pouvez-vous justifier ce prix? À ce moment-là, l'entreprise va vous justifier ce prix en disant ben voilà, j'ai acheté un lot de 3000 chaises, ma chaise est moins chère. Mais il faut savoir qu'un prix inférieur de plus de 50% au prix moyen n'est pas forcément considéré comme anormalement bas, surtout s'il y a moins de 5 candidats. Oui, moi, je vous imagine une prestation pour une consultation d'études. Il y en a un qui est à 100 000, un autre qui est à 90 000, et puis le troisième qui est à, on va dire, à 60 000 ou à 50 000. La moyenne des 3, sauf erreur de ma part, ça fait environ 75 000. Et bien, s'il y en a un qui est à 50 000, ce n'est pas anormalement bas, d'après la jurisprudence. Dans les aides et subventions faussant la concurrence, il semble que seules les aides d'État soient prises juridiquement en compte. Or, les subventions des départements et des métropoles, à certains de nos concurrents associatifs, ne sont pas considérées comme des aides d'État. Ça veut dire que pour des BET, et à ce titre-là, l'adhésion à l'ACAD, l'Association des consultants en aménagement et développement, est importante parce que l'ACAD
peut porter en justice la délibération qui attribue la subvention, qui est souvent une fausse subvention, à la structure associative. Et la CAD a déjà gagné plusieurs projets et plusieurs procès en ce sens. Mais à vrai dire, les bureaux d'études eux-mêmes ne sont pas faits pour faire des procès aux collectivités qui subventionnent les associations. Cette question est délicate et mettra encore plusieurs années à se normaliser, notamment contre des subventions qui sont faites des prestations de services, qui sont encore très fréquentes. L'attribution et les critères de sélection, les offres sont classées par ordre décroissant en appliquant les critères d'attribution. Le marché est attribué à l'offre économiquement la plus avantageuse. Alors, ce qu'il est intéressant, c'est que les critères et les pondérations sont décrits à l'article 62, et l'article 62.2 donne la possibilité à l'acheteur, en plus du prix, d'intégrer des critères non discriminatoires, qualitatifs, environnementaux et sociaux. Le décret cite pour exemple la qualité, l'accessibilité, l'apprentissage, la diversité, le caractère innovant, l'insertion professionnelle des publics en difficulté, le bien-être animal. Oui, il nous faut donc être très vigilants lors de l'élaboration des réponses pour répondre aux différents critères qui sont différents dans chaque consultation. Point important, la pondération de ces différents critères est obligatoire sur les procédures formalisées, appel d'offres et procédures concurrentielles avec négociation. Long commentaire sous cet article, pages 117 et 118 dans Charel, le moniteur. Et à noter que notre hôte formateur, c'est M. Makowski, souligne la fréquence des critères développement durable dans les DCE. Et pour Urbanis, il existe déjà une note sur la RSE d'Urbanis que l'on peut mettre dans toutes nos propositions concernées. Et un autre conseil de Frédéric Pélisson, qui est un associé d'Urbanis, qui est de tester l'impact des formules de calcul du prix de chaque marché. Selon les formules utilisées, les variations de prix peuvent avoir un impact très différencié sur le classement des offres et qu'il est utile de mesurer lorsque nous établissons notre devis. Dans certains cas, si vous êtes la deuxième note, vous avez 0 point en matière de prix. Donc là, vous ne pouvez plus gagner. Voilà. Alors, toujours l'analyse, pendant la période d'analyse, le pouvoir du maire. Pour tous les MAPA, le maire dispose en général du pouvoir de décision. Les dispositions de l'article L2122 du CGAT visent à déléguer la compétence du conseil municipal au maire, au président des EPCI, y compris pour les avenants dès lors que le montant est inscrit au budget. L'obligation de transmission au contrôle de légalité s'impose pour tous les marchés liés au-delà pour tous les marchés passés au-delà de 209 000 €, donc pas pour les MAPA. Ce qui explique que dans certains cas, on a des collectivités qui sont à la frange de la légalité pour les MAPA. Mais sachez qu'il n'y a pas d'obligation de transmission. Le préfet peut cependant à tout moment les demander si quelqu'un lui a signalé une irrégularité dans un MAPA. Mais il n'a pas le dossier en préfecture. Alors, qu'est-ce qui se passe et quelles sont les nouveautés en matière de gestion du marché une fois gagné? En matière d'avance, nous ne pratiquons que rarement les avances, c'est assez compliqué, ça concerne plutôt les travaux et je vais passer rapidement puisqu'il n'y a pas de modification sur ce régime des avances. Par contre, il y a des modifications sur le régime des acomptes. Les acomptes sont très importants pour Urbanis, pour tous les bureaux d'études d'ingénierie, parce que c'est notre trésorerie et donc c'est important pour le paiement régulier des salaires. Le montant des acomptes correspond à la valeur des prestations auxquelles il se rapporte. La périodicité des acomptes est fixée au maximum à 3 mois. Alors, ceci est nouveau. Pour les marchés de fourniture et de services, il est ramené à 1 mois à la demande du titulaire. Nous n'avons plus à préciser le fait d'être une PME de moins de 250 salariés et de moins de 440 millions de CA, car nos marchés ne sont pas des marchés de travaux. Donc, pour tous les marchés de fourniture et de prestation de services, il suffit qu'on demande au client et il est obligé légalement de nous attribuer un acompte mensuel. Dès lors que nos marchés sont signés, demandez un acompte mensuel en application de l'article 114 du décret afin de pouvoir émettre une facture mensuelle. Pour cela, il faut faire un avenant technique au marché, mais le maire a pouvoir pour le signer. Ne pas hésiter pour les suivis animations, qui sont des missions très longues. L'envisager pour les missions d'études, si elles sont longues. Je crois que si on est inférieur à 6 mois, ce n'est pas la peine de l'envisager. Et nous allons élaborer un courrier type de demande. L'important, c'est que les acomptes mensuels sont possibles. C'est important pour notre trésorerie parce qu'il est moins difficile pour un client de payer une facture de 4 000 € que de payer une facture de 12 000 €. Donc, ça joue aussi sur les délais de paiement et c'est un point très important pour les PME. La retenue garantie, c'est une clause courante dans les marchés de travaux, rarissime dans les marchés de prestations.
C'est souvent peut-être lié à des copier-coller, c'est à éviter au maximum, ce n'est pas adapté à notre métier. Les modifications du marché public, anciennement les avenants, sont les articles 139 et 140, donc c'est très explicite sur ces articles. Il y a la possibilité de passer des avenants ou des modifications de marché public sans publicité, sans mise en concurrence et sans condition si l'avenant est inférieur à 10% du marché, sachant qu'on cumule le montant de tous les avenants pour atteindre ces 10%. Donc si votre avenant fait 9%, mais que vous avez déjà un avenant qui a été passé à hauteur de 5%, eh bien, il faut qu'un certain nombre de conditions soient respectées. Et là, on passe dans une modification de marché public, c'est la ligne après, qui est possible jusqu'à 50% du marché initial pour chaque modification, sous condition, présence d'une clause de réexamen dans le marché initial, pas de modification substantielle, changement de titulaire, circonstances imprévues, se référer à l'article 139 qui est très clair. Sur ce point, je pense qu'il est intéressant pour nous d'indiquer aux collectivités, y compris dans la mise au point du marché, qu'il est plausible de dire que la collectivité aura la possibilité de passer un avenant si les parties sont d'accord pour prolonger au-delà de la convention actuelle d'OPA sur une année ou 2 années supplémentaires. Si c'est indiqué même de manière un petit peu elliptique, ça permet à la collectivité, si elle est contente, de prendre le même opérateur pour prolonger une année de plus. Si elle n'est pas contente, eh bien, elle reconsultera. C'est tout à fait dans ses possibilités. Ce n'est pas parce qu'une possibilité est évoquée de ne pas reconsulter que c'est une obligation. Et c'est très précis dans l'article 139 du décret. À noter que pour les appels d'offres, si plus de 5% sont générés lors d'un avenant, il y a soumission pour avis à la commission d'appel d'offres. Donc c'est un petit peu, c'est pas le cas pour les MAPA. Il y a une possibilité de le passer jusqu'à 10%, mais à hauteur de 5%, il y a le Code général des collectivités territoriales qui oblige à le passer à la commission. Ce n'est pas obligatoire pour les MAPA, mais souvent pratiqué par les collectivités avec une validation en conseil municipal. À noter l'existence du médiateur des entreprises. Je crois qu'on l'a utilisé en cas de difficulté persistante dans notre relation contractuelle avec le maître d'ouvrage dans l'exécution du marché. Et avant d'envisager un contentieux, il est possible de saisir le médiateur des entreprises, qui est l'ex-médiateur des marchés publics, à faire en lien avec le directeur général d'urbanisme. À titre d'exemple, nous avons résolu grâce au médiateur une facture en litige depuis 2 ans. La médiation est un mode alternatif de solution des conflits basé sur l'intervention d'un tiers neutre impartial, le médiateur. La médiation repose sur une démarche volontaire impliquant la responsabilité de chacune des parties. Économique, cette méthode de résolution permet de gagner de l'argent, dispositif gratuit et du temps en comparaison avec des procédures judiciaires et administratives. Et il est rappelé, son existence et la possibilité d'y faire appel est rappelée explicitement dans l'article 142. C'est pourquoi nous vous le signalons. Alors, l'avenir, c'est la dématérialisation, pardonnez-moi. À compter du 1er avril 2017, dématérialisation obligatoire, sauf cas particulier. Les règles détaillées ne sont pas encore connues, mais les dispenses seront peu nombreuses. Les offres numériques vont devenir la règle. Dès maintenant, c'est plus de 90 000 € et il est conseillé de faire une publicité supplémentaire sur le profil acheteur, site internet de l'acheteur pour recevoir les offres électroniques. À partir du 1er octobre 2018, il est créé un open data sur les données essentielles des marchés publics sur le profil de l'acheteur. Toutes les données de tous ces marchés y figureront. Voilà, ça c'est donc ces marchés. Ça serait mieux de modifier l'orthographe. Y compris les avenants. Et à partir du 1er octobre 2018, généralisation du document unique de marché européen, DUM, pour tous les marchés formalisés. D'ici là, le DUM n'est obligatoire que pour les procédures formalisées. Toutes les DUM seront recensées sur un site e-Certis et à suivre, les candidats intéressés rempliront en ligne les différents champs du DUM. Ils seront ainsi habilités à répondre à tous les marchés de l'UE. Donc, dans les 2 années qui viennent, on va avoir différents décrets circulaires pour rendre effective à partir du 1er octobre 2018, c'était donc très rapide, une dématérialisation complète des marchés, donc à nous de nous y préparer. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque l'offre n'est pas retenue? L'article 79 du décret qui est en application de l'article 55 de l'ordonnance donne 2 obligations d'information pour l'acheteur. Pour les MAPA, il communique à ceux qui en font la demande écrite les motifs de rejet dans le délai de 15 jours à réception de leur demande. Il communique les caractéristiques et avantages de l'offre ainsi retenue, le nom de l'attributaire,
si notre offre n'a pas été évincée au sens d'inapproprié, irrégulière, inacceptable, les 3 I, il n'y a pas de délai de suspension de la signature, c'est-à-dire en ma part, la collectivité choisit le meilleur et elle peut signer le contrat le lendemain, tandis que dans une procédure formalisée, elle a une suspension de signature de 11 à 16 jours prévue à l'article 101. Et l'information n'est pas tout à fait la même pour les procédures formalisées. Si ça se fait au moment de la décision, c'est-à-dire avant que le marché soit signé, il indique les motifs de rejet. S'il est donné après attribution, il doit donner, comme on l'a vu tout à l'heure, le nom de l'attributaire, les motifs ayant conduit, sans qu'on ait à le demander. Donc en clair, l'acheteur doit donner les caractéristiques et les avantages de l'offre retenue et nous préparons des courriers types. Un conseil de Maître Charel, le même aux acheteurs, ne pas communiquer les rapports d'analyse des offres tant que le marché n'est pas signé, ni les bordereaux de prix unitaires, même après signature. Ce qui veut dire que les rapports d'analyse des offres peuvent être obtenus après la signature du marché au titre du fait que ce sont des documents administratifs. Là, c'est la commission administrative des documents administratifs et nous ferons bientôt des courriers en ce sens. Simplement, ce sont des documents très très utiles pour nous améliorer. Et puis, les annexes sont très simples. Vous retrouvez une annexe pour la question de la cotraitance et de la sous-traitance, du conjoint, et la question des accords cadres, et la question des marchés à procédure simplifiée qui ne sont pas une procédure, mais un service. Mesdames et messieurs, cette petite conférence technique est terminée. J'essaye d'arrêter notre document aujourd'hui. Vous voyez que nous avons été assez vite, mais que vous avez un éclairage global sur la question. J'espère que ce digest vous a été utile, vous permet de mieux commander, pour nous, urbanistes, de mieux répondre, et si vous êtes un service d'une collectivité, de mieux argumenter par rapport à vos services marché public, et si vous êtes vous-même un service marché public, de voir comment est-ce que nous appréhendons la bonne commande publique, qui est un des points clés du succès des prestations. Je vous rappelle que Urbanis est membre de l'ACAD, Association des consultants en aménagement et développement des territoires, qui travaille depuis plusieurs années sur cette question d'amélioration de la commande publique. En tous les cas, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous remercie d'avoir été attentif à l'ensemble de cette conférence. À bientôt et j'espère que